Bonjour à tous. C'est une performance exceptionnelle d'un Camerounais qui fait la une de la presse internationale ce dimanche. Vous le voyez en image. Il s'agit du nouveau roi de la prestigieuse Ligue d'arts martiaux mixtes du monde. Francis Ngannou est enfin au sommet des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship face à cet Américain, Steve Miocic. Il a son adversaire a essuyé la première droite de Ngannou lors du premier round. Il a ensuite tenté de répliquer au deuxième round debout en boxant. Et erreur, Ngannou va placer une gauche, entraîner un premier knockdown, une série de coups puis un uppercut juste avant un crochet court du gauche qui sera fatal à l'Américain. Francis Ngannou prend ainsi sa revanche sur la vie et devient le troisième Africain à détenir un titre dans la plus prestigieuse ligue MMA. La presse internationale revient sur son parcours exceptionnel, parcours d'un colosse âgé de 34 ans, affichant à son compteur 16 victoires contre 3 défaites dans ce championnat, parti clandestinement du Cameroun en 2013 pour se rendre en France. Il est devenu 8 ans plus tard une icône mondiale, engagé dans la promotion de la boxe comme discipline sportive, pouvant contribuer à la réussite des plus jeunes Camerounais. Vous le voyez en image, victoire célébrée sur la toile par les Camerounais. Ce rayonnement international de Francis Ngannou met également en lumière d'autres réalités dans son pays, le Cameroun, un pays où des jeunes se sentent contraints d'effectuer le périple du désert dans l'espoir d'un meilleur épanouissement socio-professionnel. Pourtant, en 1985, lors de la création du RDPC, nous parlons à présent de l'actualité, lors de la création du RDPC, les enjeux de développement économique et de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance sont présentés comme la boussole des cadres militants du parti au pouvoir, appelés à diriger le pays. 36 ans plus tard, la rigueur et la moralisation ont-elles été le marqueur de la gouvernance au Cameroun? Qu'est-ce qui explique ces multiples dénonciations de collusion entre l'appareil de l'État et le parti au pouvoir, le RDPC, au regard de la situation politique du pays? Les principes démocratiques et le consensus politique sont-ils partagés par le RDPC ayant à sa tête le même président national depuis sa création? Une illustration de la situation actuelle du Cameroun, c'est le clair-obscur dans l'affaire Mendoza, apparu sur un lit d'hôpital, amaigri et très malade dans une vidéo choquante. Le sort de l'ancien directeur général de la CRTV a ému l'opinion nationale. À la suite de cette clameur, d'aucuns ont laissé prospérer une remise en liberté sous forme de grâce présidentielle. Pourtant, la presse a constaté qu'il n'en était rien. Condamné en 2019 à 20 ans de prison pour détournement de près de 18 milliards de francs CFA, Gervais Mendoza n'en a pas fini avec les déboires judiciaires. Au-delà de l'opération d'assainissement dans la gestion de la fortune publique, la mise en place d'un tribunal criminel spécial a-t-elle découragé les tentatives de détournement de deniers publics au Cameroun? Dans les couloirs de la justice, qu'est-ce qui explique l'acharnement contre certains prévenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone et de la crise post-électorale? Sur le plan sanitaire, que compte faire le Cameroun en matière de vaccination contre la maladie à coronavirus? Qu'est-ce qui explique le clair-obscur autour de ce plan national de vaccination? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Jean-Robert Wafo. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour la compagnie, ainsi qu'à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse émission. Je précise que vous êtes ministre du shadow cabinet du SDF chargé de l'information et des médias. Tout à fait. Et sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, un militant du parti au pouvoir, le RDPC, Martin Zan. Martin, bonjour. Oui, bonjour Cédric, monsieur Cédric Noufélé, bonjour à toute la population camerounaise et bonjour encore et particulièrement à la population de Ngouantet dans l'arrondissement de Nkolmetet.
Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Martin. Sur le plateau de Droit de Réponse, il est cadre militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous mes copanélistes, bonjour à des millions de téléspectateurs de Kinox et en particulier de Droit de Réponse qui est devenu une prescription médicale tous les dimanches au Cameroun depuis quelques années aujourd'hui. Un bonjour particulier à tous les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Il est le 4e panéliste sur ce plateau. Il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de Réponse. Edmond Kamgia est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Céline Oufélé, je salue les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Je souhaite surtout bon dimanche de Rameau aux chrétiens. Et d'entrée de jeu, Jean-Robert, vous souhaitiez dire un mot sur cette performance de Francis Ngannou, roi désormais de cette discipline sportive qui a fait à ce que tous les Camerounais ont veillé pour assister à cette performance. En moins de 2 rounds, il a mis son adversaire KO et devient tout en symbole pour le Cameroun, une icône mondiale de cette discipline sportive. Oui, Francis Ngannou, moi j'ai veillé, c'est-à-dire que j'ai vu ce combat en direct. Francis Ngannou, c'est le Cameroun tout entier qui gagne. Parce que voyez-vous, c'est un compatriote qui est parti du Cameroun, qui est passé par le Maroc de façon clandestine, est arrivé en France. Son histoire est formidable. Et son histoire me pousse à comprendre qu'il y a tellement de talent au Cameroun. Je dis bien tellement, dans tous les domaines. Son histoire, sa victoire d'hier m'a poussé à me poser une question. Si M. Francis Ngannou, notre compatriote Francis Ngannou, n'était pas arrivé en France, si dans un des pays de transit, il avait été rapatrié, le Cameroun aurait-il connu Francis Ngannou? Ce serait un talent gâché. C'est une des raisons pour lesquelles je dis la pétition que 62 députés ont signée. Ceux qui ont été rapatriés, combien de Ngannou a-t-on rapatrié sans le savoir? Donc je pense pour ma part que nos députés, comme le SDF l'a indiqué, n'est-ce pas, dans les résolutions du dernier comité exécutif national, gagneraient à retirer leur signature. Après vous, parce que oui. Ngannou, peut-être que c'est la deuxième fois qu'on va rapatrier, et j'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère que c'est parce que ce ne sera pas le cas et que ceux qui sont en voie d'être rapatriés, si par extraordinaire, le président Joe Biden accède, n'est-ce pas, à la pétition signée par les 43 membres du Congrès américain, j'espère que ceux qui vont rester là-bas, Ngannou, il y en aura. Après vous, Jean-Robert, Edmond Kamgia, il devient le 3e Africain à remporter cette prestigieuse compétition, Ligue d'arts martiaux mixtes dans le monde. Francis Ngannou, au roi désormais de ce championnat. Comment appréciez-vous cette performance? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il faut dire que c'est un parcours extraordinaire, compte tenu non seulement de la manière dont il a quitté le Cameroun de façon clandestine, pour rechercher la possibilité d'être une personnalité qui compte dans un domaine. Et on le voit dans la boxe, il s'est frayé un chemin, c'est devenu un créneau porteur pour lui, il est devenu champion du monde. Et l'autre particularité de ce personnage, c'est qu'il fait hisser le drapeau du Cameroun à l'international. C'est le Cameroun qui gagne à travers M. Ngannou, Francis, qui, dans le passé, on a eu à le connaître encore, lorsqu'il est revenu récemment, il a fait un tour au pays. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de controverses sur certaines images qu'il avait diffusées, avec notamment certaines forces spéciales camerounaises, mais très vite, il y a eu, n'est-ce pas,
des malentendus qui ont été dissipés sur ce qu'il a fait. Et on a constaté qu'effectivement, M. Ngannou, ce boxeur, c'est un patriote. Aujourd'hui, il fait l'unanimité avec cette victoire. Nous souhaitons tout simplement que le gouvernement camerounais essaye de faire en sorte que les jeunes Camerounais soient de plus en plus pris en compte, soient suivis. Et que ceux qui ont la possibilité de partir ne soient pas traqués. Ne soient pas traqués. Comme le disait tout à l'heure, par exemple, le maire Wafo, du SDF, vous savez qu'il y a eu une pétition d'un certain nombre de députés camerounais, majoritairement du RDPC, mais également du SDF, notamment le premier vice-président national du SDF a signé cette pétition, qui avait entre autres pour conséquence de traquer les Camerounais qui sont arrivés aux États-Unis de façon clandestine. Fort heureusement, nous espérons que la deuxième vague de Camerounais qui sont arrivés aux États-Unis, qui sont menacés d'extradition, ne le seront pas. Nous l'espérons grâce à la pétition, n'est-ce pas, des parlementaires américains eux-mêmes à l'endroit de l'administration Biden. Et cet exemple nous montre, en définitive, que les États-Unis, qui sont un pays qui accueille, qui sont un pays d'immigration, comme le Canada d'ailleurs, les pays d'Amérique du Nord, ce sont des pays ouverts et qui aiment des gens qui se battent, nous pensons que c'est une chance pour les Camerounais qui sont aux États-Unis, qui peuvent montrer par leur talent et dire au gouvernement camerounais que même quand vous nous avez abandonnés, nous comptons encore pour notre pays. Après vous, Pierre-Emmanuel Bignam, quel regard portez-vous sur cette performance de Francis Ngannou, nouveau roi de cette prestigieuse ligue d'arts martiaux mixte qui a remporté ce combat en quelques minutes seulement? Je tiens tout d'abord à féliciter Francis Ngannou pour cette victoire, cette prouesse qu'il a réalisée aujourd'hui, parce que c'est un exploit qui va au-delà des frontières du Cameroun. C'est un exploit qui est continental et qui est planétaire. Parce qu'aujourd'hui, Francis Ngannou a été hissé à la tête de sa discipline, l'UFC, en particulier dans le MMA. Et pas dans n'importe quelle catégorie, les poids lourds. Il y a un indicateur qui ne trompe jamais. Cette année, Francis Ngannou il a été sacré, ou sa frappe a été sacrée, la frappe la plus lourde de l'année, dans toutes les disciplines d'arts martiaux confondues. Ça, c'est une information que l'UFC a annoncée hier, avant le début du combat. Donc, il est celui qui a la plus grosse frappe de l'année 2020 et jusqu'en cours en 2021. Ça veut dire que ce sont des indicateurs qui montrent que le nom de prédateur que ses fans et ses détracteurs lui ont donné, scié avec ce qu'il est. Mais maintenant, de l'autre côté, Francis Ngannou aujourd'hui est un symbole de la diaspora camerounaise. Cette diaspora dont les aspirations en réalité ne sont pas prises en compte par le régime de Paul Biya. Cette diaspora qui est le flambeau du Cameroun et qui regorge de toutes sortes de talents. Cette diaspora, dont la plupart a été poussée à une immigration forcée, pas parce qu'ils voulaient vraiment s'immigrer et aller chercher asile sous d'autres cieux, mais à cause de la misère rampante qu'ils ont laissée dans notre pays, dans leur pays d'origine, le Cameroun. Il y a d'aucuns qui sont passés par le désert, comme le cas de Ngannou, où il a failli laisser sa peau. Nous savons tous que ceux qui passent par le désert, il y en a beaucoup qui meurent dans le Sahara et n'arrivent pas au Maroc et en Algérie et dans d'autres pays avant de continuer en France, en Italie, en Espagne. Donc aujourd'hui, Francis Ngannou donne raison à toutes les revendications que la diaspora camerounaise fait dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Camerounais à travers une alternance non seulement au sommet de l'État, mais même au niveau des organisations qui gèrent les localités, c'est-à-dire les mairies et autres. Alors, Francis Ngannou, également, je vais lui donner un conseil. Le conseil que je peux donner à Francis Ngannou ce matin, c'est que Mohamed Ali est le boxeur le plus aimé et est le boxeur le plus apprécié de tous les temps.
de tous les boxeurs dans la discipline de la boxe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il a gagné le plus grand nombre, il a eu le plus grand nombre de victoires. Mais c'est parce que Mohamed Ali, à un moment donné de l'histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis, où les Noirs étaient maltraités, où les Noirs étaient, dont les droits des Noirs étaient violés, Mohamed Ali a pris position. Il est même allé loin en refusant de faire partie d'une délégation de militaires ou d'une contingence de militaires qui devait aller au Vietnam combattre aux côtés de l'armée américaine. Il a refusé de le faire et Mohamed Ali, cela lui a valu la perte de son titre. Il a perdu son titre de champion du monde. Il a accepté cela. Alors, Francis Ngannou, le Cameroun traverse un moment très difficile avec la crise anglophone. Il est temps que vous preniez une position en faveur de la fin, pour la fin de cette crise-là et trouver les moyens de ne plus être trop proche de ceux-là qui sont à l'origine de cette crise. Soyez proche du peuple, le peuple camerounais vous aime beaucoup. Après vous, Martin Zan, sur cette performance de ce Camerounais, parti du pays en 2013 clandestinement et 8 ans plus tard, il devient une icône mondiale de la boxe et surtout dans sa discipline d'arts martiaux mixtes. Comment appréciez-vous cela? Oui, c'est un grand champion, M. Ngannou. Il est très fort. Il a réussi à vaincre. Il a fait ce que le chef de l'État demande aux jeunes de faire. J'en veux pour preuve le discours du chef de l'État du 10 février 2021. Il a listé les jeunes, il a donné le nom des jeunes, de tous les jeunes qui ont sorti la tête de l'eau, qui ont bravé les épreuves, qui ont tout fait pour se hisser au sommet. Monsieur Ngannou a donc montré qu'il est un bon citoyen et qu'il suit les conseils de son chef de l'État. C'est la preuve, nous avons la preuve. 1 mois et demi après, M. Ngannou ramène la victoire au chef de l'État. Il a fait ce que le chef de l'État a demandé. Et nous l'attendons tous. Tout le pays attend M. Ngannou. Et tout le pays est content qu'il vienne nous montrer sa ceinture. Nous sommes des vainqueurs. Le Cameroun n'a que des vainqueurs. On ne paie pas. On ne peut pas perdre. M. Ngannou a gagné. Non seulement pour sa propre personne, mais pour tout le Cameroun. Tout le Cameroun tout entier. Le Cameroun célèbre Francis Ngannou, mais les Camerounais s'interrogent aussi sur cette absence des infrastructures pouvant permettre à ces jeunes, dans d'autres disciplines sportives, de pouvoir exceller comme Francis Ngannou. Pensez-vous que s'il était resté au Cameroun avec la qualité des infrastructures dans sa discipline sportive, il aurait eu cette opportunité de tutoyer les plus grands boxeurs? Le problème, c'est que Ngannou n'a pas commencé, M. Ngannou n'a pas commencé par être boxeur. J'aurais appris qu'il travaillait d'abord à Bafoussam, mais dont il faisait dans du sable ou de la terre ou je ne sais plus quoi. Après, il est revenu pour le marché Poppy, où il était transporteur de grandes marchandises. Et il était arrivé en Europe par le chemin qu'il a choisi. C'est là-bas qu'on a vu qu'il avait ce talent. Donc, s'il était entré dans des gymnases camerounais, s'il était entré là où on fait la boxe camerounaise, il serait le même champion. C'est l'espoir de la nation. Et il a fait ce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a demandé aux gens. Martin Zan, je reste avec vous pour évoquer ces 36 ans du parti au pouvoir, le RDPC, créé en 1985. 36 ans plus tard, quel bilan faites-vous de la capacité du RDPC d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, de répondre aux aspirations du peuple camerounais étant au pouvoir? Oui. Quels sont les indicateurs précis qui vous permettent de pouvoir étayer un argumentaire dans ce sens? Le chef de l'État il avait déclaré dans une interview, il a dit, pensez-vous que nous avons, n'est-ce pas, atteint tous les objectifs prônés, n'est-ce pas, par son livre Rigueur et moralisation, et lui-même a répondu par la négative. Mais à côté de ça, il a laissé croire que tout ira pour le mieux. C'est un combat, monsieur Noufele. Sur le plan politique, le chef de l'État a beaucoup fait. Avec
l'élimination des lois de 1966, 68, 77, et il a fait, n'est-ce pas, jaillir d'autres lois, à savoir les lois du 19 décembre 1990. Nous avons une loi sur la libéralisation de l'audiovisuel, qui est la loi numéro 90, bas 052, portant, n'est-ce pas, communication, liberté de la communication. Nous avons tellement de postes, de stations de radio et de chaînes de télévision. La preuve Equinox bénéficie, n'est-ce pas, de cette loi. Nous avons d'autres lois, n'est-ce pas, sur les libertés publiques. Nous avons les lois, n'est-ce pas, portant sur le maintien de l'ordre, la loi 90, base 054. Nous avons la loi, les lois 90, base 055 sur les libertés publiques. Mais sur le plan économique, le chef de l'État tient bon. Nous sommes la locomotive de l'Afrique centrale. Nous avons l'autosuffisance alimentaire. Au Cameroun, j'en veux pour preuve. Et je prends tous les Camerounais en témoin. Tout le monde peut manger au Cameroun avec au moins 250 francs. Je m'explique. Nous allons au bord, nous avons des tourneaux d'eau. Nous mangeons le riz de 100 francs et, n'est-ce pas, le poisson de 100 francs. Et à côté, on met le haricot de 100 francs. C'est ce que le RDPC a... C'est tellement nutritif. Moi, je parle sur l'apport des calories. Martin Zan, c'est ce que le RDPC a promis aux Camerounais en matière de nutrition, d'alimentation. Croyez-vous, monsieur, d'aller dans des échoppes de fortune. Croyez-vous, monsieur Noufeli, si vous avez fait le tour de la sous-région, dans aucun pays de la sous-région, on ne mange avec 700. Mais seulement au Cameroun, on mange avec 700. Au Cameroun, nous avons la liberté d'expression. Nous insultons même parfois le chef d'État devant les chaînes devant les plateaux de télévision. Il ne fait rien. La liberté, c'est même devenu parfois même un libertinage. Où on demande au chef d'État, mais il faut frapper la main sur la table parfois. Au Cameroun, c'est un pays où tout se porte bien. Sauf que nous avons des choses à améliorer. Nous devons tous améliorer. Nous ne devons rien attendre de l'État. Attendre tout de l'État, non. Nous devons nous-mêmes aussi, à la maison, avec nos enfants, faire des efforts, mener des combats contre l'adversité que nous oppose la vie et, n'est-ce pas, aller jusqu'au sommet et faire le bonheur, n'est-ce pas, du Cameroun. Après vous, Martin, Jean-Robert Ouafo, 36 ans du RDPC au pouvoir. Est-ce que le bilan que présente Martin, militant de ce parti, vous semble satisfaisant au regard des objectifs que se sont fixés ces militants du parti au pouvoir lors de la création du RDPC et les réalisations faites sur le terrain? Les Camerounais ont pu être témoins de ce que M. Martin Zan vient de dire. Quand il dit qu'on peut vivre avec 250 francs CFA. Manger, pas vivre. Manger 250 francs CFA par jour. C'est ça, non? Manger, pas vivre. Ok. Les Camerounais ont pris acte que vous êtes manifestement dans un concours de mauvaises blagues. Les 36 ans, c'est ça, du RDPC, vraiment tout esprit doté d'une rationalité, ne peut dire que c'était 36 ans d'échec. Les promesses qui avaient été faites n'ont pas été tenues. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, quand on prend les indicateurs sociaux, aujourd'hui au Cameroun, nous avons un SMIC à 36 200 francs CFA le mois. Dites-moi bien comment on peut vivre avec 36 200 francs le mois. Nous avons un taux de pauvreté de 40%. Ça, c'est les chiffres de l'Institut national de la statistique, dans les chiffres officiels. C'est-à-dire que nous sommes 25 millions, puisque les gens parlent même de 30 millions. Quand c'est 40%, ça veut dire qu'il y a 12 millions de Camerounais qui vivent avec moins de 500 francs CFA par jour. L'économie, aujourd'hui, est pratiquement par terre, notamment avec les deux crises. C'est vrai. Non, notamment avec, écoutez, comment est on paie les pratiquement salaires, par terre. J'en veux pour preuve les interventions répétées du président du JICAM, qui est le syndicat des patrons. Oui, les entreprises sont en train de fermer, ont même fermé. Je vais vous poser la question de savoir où est passé, je vous en prie. Martin, il a la parole. Permettez à Jean-Robert d'aller jusqu'au bout. Je vais vous poser la question de savoir où est passé le FONADER, la CAMCHIP.
Je peux répondre? Je vous en prie. D'accord. C'est pas vous que je parle. Ah, j'ai cru qu'il m'a posé la question. La CAMCHIP, l'ONCPB, l'ex-Régie FERCAM, c'est toutes ces entreprises qui ont été bradées, parce qu'en réalité, on a assisté à des privatisations braderies. La preuve, c'est quoi? C'est que quand la Régie FERCAM a été rachetée par un opérateur privé, sans avoir investi le moindre sou, l'année qui suivait, ils ont réalisé des bénéfices. Ce qui est la preuve de la malgouvernance qui s'était installée dans cette entreprise. Je vais plus loin. Tout à l'heure, on parlait de la diaspora. Le président de la République avait promis qu'il devait avoir de la démocratie au Cameroun. Et il a dit, lors d'une interview à Radio Monte Carlo, qu'il aimerait que les Camerounais retiennent de lui celui qui a apporté la démocratie. Vous avez cité un certain nombre de lois sur les libertés. Et que dit cette loi? Cette loi parle également des manifestations. Nous savons tous qu'il y a des Camerounais qui sont en prison pour avoir juste manifesté, je crois que c'était le 22 septembre, c'était ça? Oui, donc ils ont manifesté à main nue, ils se retrouvent en prison. Il y a des dirigeants de partis politiques qui se retrouvent en prison. Le président de la République, parlant de la diaspora par exemple, il a promis depuis qu'il devait régulariser leur situation. Jusqu'aujourd'hui, c'est la loi de 68 portant code de la nationalité qui est encore en vigueur. On parlait, n'est-ce pas, tantôt de Francis Ngannou. Je tiens à vous rappeler une chose, c'est quoi? C'est que le simple fait de conserver cette loi portant code de la nationalité exclut de facto des dizaines de millions de Camerounais. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faille absolument changer cette loi. Pourquoi? Pour au moins 3 ou 4 raisons. Première raison, l'ancrage, n'est-ce pas, du Cameroun dans le processus actuel et persistant de la mondialisation. La deuxième raison, c'est la situation des familles camerounaises qui vivent un drame insoutenable parce que camerounaises à l'origine, elles ne peuvent pas jouir de leurs droits. La troisième raison, c'est le rayonnement, comme Francis Ngannou. C'est le rayonnement du Cameroun. C'est l'intérêt supérieur du Cameroun qui passe par le rayonnement de ses enfants à l'extérieur. Les Samuel Eto'o, les Roger Mila, Francis Ngannou hier, ils ont fait la fierté du Cameroun mieux que ceux qui nous dirigent actuellement. Et quatrième raison, c'est évidemment la motivation de cette diaspora pour intégrer le processus de développement dans notre pays. Sur le plan économique, Monsieur Nzan, vraiment, peut-on dire que notre économie se porte bien? Je vais prendre le problème énergétique. Est-ce que vous savez que la ville du président de la République a fait l'objet d'un délestage durant pratiquement un mois? Pourquoi? Alors qu'on a mis des milliers, c'est-à-dire que des centaines de milliards de francs CFA pour améliorer la production en énergie électrique. C'est plus de 1200 milliards de francs CFA. Est-ce que cette couverture a pu être améliorée? Non. Alors vous venez nous dire que tout se porte bien. Regardez la dette du Cameroun. Prenez la dette du Cameroun. La Banque africaine de développement vient de dire que le Cameroun court le risque de se surendetter. Qu'a-t-on fait des différentes dettes contractées par le Cameroun? Je tiens à rappeler une chose. En octobre dernier, mission du FMI est arrivée au Cameroun, à travers avec le ministère des Finances et le ministère de l'Économie. Ils ont établi dans leur rapport qu'entre 2009 et 2019, la dette du Cameroun s'est accrue de 4300 milliards de francs CFA. Je dis en 10 ans. 10 ans seulement. Donc 4300 milliards. Il y a eu un problème parce qu'ils ne se sont pas accordés sur un gap de 1000 milliards de francs CFA. Qu'a-t-on fait avec tous ces emprunts? Dites-moi un peu. Donc, un des bilans du RDPC également, c'est d'avoir, n'est-ce pas, sacrifié l'avenir des générations futures. Et pour chuter, donc, d'entrée de jeu, on nous a vanté la paix. Le RDPC a trouvé un Cameroun en paix. Les gens vivaient normalement. Mais
Le RDPC, donc aujourd'hui, nous présente quoi? Un Cameroun en guerre. Les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest sont en guerre. Boko Haram, une insécurité là-bas. Bon, c'est clair que du côté de l'extrême nord et de la Damawa, c'est des terroristes qu'il faut vraiment pourchasser. Parce que rien ne justifie cela. À l'est, nous avons les rebelles centrafricains qui sont là-bas. Mais prenons le cas du nord-ouest et du sud-ouest. Pourquoi cette guerre? On va en parler tout à l'heure. Pourquoi cette guerre? Je suis par là. Pourquoi cette guerre? Quel est le bilan de cette guerre? 3000 compatriotes décédés. Plus de 600 000 déplacés internes. Mais vous trouvez ça, l'économie au sol? Mais vous trouvez ça normal? Parce que vous avez refusé d'accéder, n'est-ce pas, aux revendications, je veux dire, aux observations du SIF, qui a dit tel que ça va, il faut un retour au fédéral. Le Tchèque John Fundi. Il a dit plusieurs fois. Il a dit plusieurs fois. Et la dernière fois qu'il a dit, Jean-Robert, oui, ça a été c'était au palais des Toudi, quand les Lions avaient gagné la Coupe des Nations au Gabon. Il a été donc invité. Il est venu et il a dit publiquement, je viens, c'est pas pour les agapes, mais je viens dire au président de la République, tel que ça va là, ça risque d'exploser dans la région, dans les deux régions. Et le président de la République, après vous, Jean-Robert, malheureusement, est président national du RDPC depuis sa création, Edmond Kamgia. C'était en 1985. Et dans les premiers discours, il y avait toute une feuille de route annoncée pour rassurer les Camerounais sur la marche du pays, sur les principes de bonne gouvernance qui devaient être appliqués par les militants du RDPC, appelés dans le gouvernement à diriger le pays. Mais quel bilan faites-vous de cette rigueur et moralisation vantée aux Camerounais lors de la création de cette formation politique? D'abord, M. Nofele, je voudrais m'offusquer de ce que j'ai entendu tout à l'heure. J'entends M. Martin Zan clamer avec fierté non seulement que le Cameroun se porte bien, mais également que les Camerounais peuvent se permettre, avec fierté, tel qu'il l'a dit avec tant d'enthousiasme, de consommer un repas par jour de 250 francs CFA. J'ai dit c'est très grave. C'est le monde entier qui nous regarde. C'est toute l'Afrique. Ce sont les 5 continents qui nous regardent à Mondo Vision, M. Zan. Ce n'est pas une bonne image du RDPC et du pouvoir que vous donnez du Cameroun à l'extérieur. Et la manière dont vous le présentez, avec tant de fierté, démontre que vous n'êtes pas conscient de la gravité de ce que vous dites. Parce que 250 francs CFA, c'est moins $1. Moins $1 américain par jour pour un Camerounais. C'est la preuve que les Camerounais sont dans une misère, une pauvreté profonde, inimaginable. Et vous trouvez ça normal, M. Zan? Je suis très surpris. Et je suis sûr que même des téléspectateurs sont émus de vous avoir entendu le dire. Dire que le Cameroun se porte bien, ce n'est pas vrai. Le Cameroun se porte très mal. Le Cameroun va très mal. Et je l'ai souvent dit sur ce plateau. Nous sommes passés d'un pays à revenu intermédiaire à un pays pauvre et très endetté. Et l'endettement continue. Ce gouvernement ne cesse de nous endetter. C'est-à-dire que même les générations futures sont déjà endettées. Et je me demande si on va en sortir. Je vais répondre à votre question, M. Nofele. Le 24 mars 1985, l'Union nationale camerounaise devient le Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors d'un congrès à Bamenda. C'est ainsi que naît le RDPC, qui a pour président national le président de la République actuelle, Paul Biya. Ce que je vais dire, avant de répondre directement à votre question, c'est un problème grave que nous avons dans ce pays, qui crée une confusion totale et rend difficile la démarcation entre la personnalité du président de la République et la personnalité du président du parti au pouvoir. Le président Paul Biya est à la fois président national du RDPC et président de la République. Et c'est à partir de là que nous avons ce qu'on peut affirmer comme étant le parti-État. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui militent en faveur de cette affirmation. Quels sont ces éléments? Voyez-vous, la plupart des hauts commis de l'État, chaque fois qu'il y a des événements, notamment des élections, ou alors des engagements importants au sein du parti au pouvoir,
Nous voyons descendre sur le terrain des hauts commis de l'État, des hauts fonctionnaires, avec des véhicules administratifs CA. Nous voyons parfois même des autorités administratives, gouverneurs, préfets et sous-préfets, qui vont dans les meetings du RDPC. Et certains ont même affirmé, je ne vais pas citer leur nom, des autorités administratives qui sont clairement du RDPC. Et certains parmi eux, et notamment les sous-préfets que nous avons au Cameroun, ont parfois participé à des opérations de fraude électorale lorsque les élections ont été organisées. Donc, il y a ça, c'est aux commis de l'État qui, parce qu'ils ont peur pour leur carrière, sont contraints de travailler non seulement pour l'État, mais pour le parti au pouvoir. Il y a les véhicules administratifs de l'État qui sont utilisés avec le carburant de l'État pour le RDPC. Et on le voit également, je le citais tantôt, des autorités administratives qui accompagnent le parti au pouvoir. Et in fine, nous avons une situation très compliquée qui fait en sorte que le parti au pouvoir n'arrive pas à se démarquer sur le protocole de l'État avec l'État. Je m'explique. Lorsque le président de la République veut faire un déplacement à l'extérieur, observez le protocole de l'État. Il y a le secrétaire général du comité central qui est toujours présent, qui occupe une place prépondérante. Certes, il a été vice-président, vice-premier ministre à un certain moment donné de la République, mais que vient-il faire, le secrétaire général du comité central, dans le protocole de l'État, chaque fois que le chef de l'État se prépare à se déplacer pour l'étranger et lorsqu'il revient? On pourrait penser que nous sommes dans une situation officielle de parti-État, mais je sais qu'au sein du RDPC comme au sein de l'État, les autorités ont toujours démenti que le Cameroun n'est pas un parti-État, que le RDPC n'est pas dans une situation de fusion avec le pouvoir. Mais ça, ce sont les éléments qui démontrent à suffisance que nous sommes dans une situation réelle de parti-État. Et je tenais à le dire pour montrer d'où vient l'échec de la politique que mène le président de la République depuis la naissance du RDPC, le 24 mars 1985 à Bamenda. Voyez-vous, il avait, à partir du lancement du RDPC, décidé que désormais c'est la rigueur et la moralisation. Désormais c'est la rigueur et la moralisation. Et vous avez pu constater, qu'il y avait également la justice sociale, la libéralisation politique, la libéralisation économique. Tout à l'heure, un panéliste a évoqué quelques aspects de l'échec de la libéralisation économique à travers des sociétés d'État, y compris des missions de développement de l'État qui ont fait faillite, ou alors des privatisations qui ont fait l'objet de braderies. Et plus grave, des sociétés d'État faisant partie des sociétés névralgiques, notamment des secteurs vitaux comme l'énergie, comme l'eau, qui ont été privatisés et dont on a vu le résultat en termes de bilan. Je vais rester sur la rigueur et la moralisation pour dire que Paul Biya n'a pas réussi à faire appliquer très tôt la rigueur et la moralisation au sein de ces différents gouvernements, parce qu'il n'a pas écouté la presse camerounaise, notamment la presse privée. Lorsque la presse privée a régulièrement, au début des années 80, jusque dans les années 90, rappelé qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des détournements massifs, qu'il y a la gabégie, c'est Paul Biya lui-même qui avait dit où sont les preuves. Et on a constaté qu'après cette déclaration, qu'il y a eu beaucoup de malversations, beaucoup de détournements, et le temps de réagir avec l'opération d'assainissement, opération épervier, assainissement des finances publiques, il était trop tard. Le Cameroun a perdu beaucoup de milliards, beaucoup d'argent, parce que Paul Biya n'a pas réussi à appliquer la rigueur et la moralisation. Maintenant, sur la justice sociale, qui était l'un des piliers, n'est-ce pas, de la politique, de la vision imprégnée par le président national du RDPC, on se rend compte que même au niveau de la justice sociale, ça ne va pas. C'est la discrimination totale. C'est le tribalisme. Les jeunes ne sont pas pris en compte. Les femmes ne sont pas prises en compte, y compris au RDPC. Voyez-vous, lors des dernières élections,
où, au sein du RDPC, nous avons au Cameroun les anciennes communautés urbaines, ils sont 14, qu'on a transformées en mairie de ville. Il n'y a aucune femme, il n'y a aucun jeune. On a vu au niveau des conseils régionaux, aucune femme n'est à la tête d'un conseil régional. Il n'y a pas un jeune, un véritable jeune, qui a cumulé assez d'expérience qu'on retrouve au sein des conseils régionaux. Voilà autant d'éléments qui montrent qu'en réalité, le président national du RDPC, qui est également le président de la République, annonce une chose et c'est le contraire qu'on voit sur le terrain. Alors après vous, Pierre-Emmanuel Bignam, quel regard portez-vous sur la gouvernance du RDPC 36 ans après sa création? Ces militants estiment qu'il y a une amélioration si constentielle des conditions de vie des Camerounais, et Martin Zan a pris un exemple sur le fait qu'au Cameroun, contrairement à ce qui se vit dans d'autres pays d'Afrique centrale, avec 250 francs CFA, les Camerounais peuvent avoir un repas. Alors, une gouvernance qui, depuis 1982, 39 ans aujourd'hui, n'arrive pas à assurer la ration alimentaire à sa population, laisse à désirer. Je vais rappeler à Martin que la ration alimentaire, c'est quoi? C'est la quantité et la qualité d'aliments qu'un être humain est appelé à consommer en 24 heures. La quantité et la qualité. Quelle est la qualité de ces aliments qu'on peut consommer, qui peuvent nous garantir les vitamines, les protéines, les lipides, les glucides et tout, pour être équilibré avec 250 francs. À un moment donné, le régime de Paul Biya se moque de la gueule des Camerounais. En 39 ans de gouvernance, ce qu'il faut d'abord relever ici, c'est que le RDPC est un parti qui découle de l'UNC. L'UNC qui était le parti unique. Et curieusement, on constate que le RDPC a gardé les réflexes de parti unique. Quels sont ces réflexes que vous avez identifiés? Ces réflexes de parti unique sont le tout premier, c'est que le RDPC n'a jamais véritablement accepté le multipartisme. Ils ont fait semblant, le président Paul Biya a donné un multipartisme de façade, une démocratie, une parodie de démocratie aux Camerounais, après le forcing que tout le monde a connu sur la désobéissance civile que les Camerounais ont mis en branle dans les années en 90 et 91, en l'occurrence pendant la période des villes mortes qui ont embrasé le pays et qui ont paralysé l'économie pendant plus de 6 mois. Fin de compte, le président Paul Biya, et parce que le vent de la démocratie avait tourné avec la chute du mur de Berlin, beaucoup de pays africains ont été touchés par ce phénomène de multipartisme qui était vraiment de façade. Il a cédé à ce multipartisme-là. Mais on constate que depuis cette période-là, à nos jours, la plupart des lois qui ont été promulguées par son régime n'ont jamais été observées. L'une des choses qui remonte en surface, c'est que ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a mis sur pied des mécanismes qui lui permettent de réviser la Constitution et de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Une autre preuve que le régime de Paul Biya n'est pas un régime démocratique, mais plutôt un régime totalitaire. Pendant ce régime, dans son régime, on a observé que, par exemple, la loi de 1990 sur la liberté d'expression et d'association est constamment bafouée. C'est un régime qui a et continue à priver les Camerounais de leur liberté fondamentale. La liberté d'aller et venir, on a vu tout récemment le président élu Maurice Kamto qui a été privé de la liberté d'aller et venir lorsqu'il a été séquestré dans son domicile pendant des mois. Nous avons connu ça aussi avec le président du SDF, le chairman John Fundi, qui a été séquestré après les résultats de l'élection présidentielle de 1992 dans sa résidence en Tarikon. Il a été également séquestré, ce qu'ils ont appelé, le régime a appelé résidence surveillée. Il a été séquestré. On a connu des cas des journalistes qui ont été séquestrés,
des enlèvements. C'est un régime qui bafoue tous les droits de l'homme, qui ne respecte aucun droit de l'homme. On a vu des enlèvements pendant ce régime, on a vu des assassinats des prêtres, des prélats, on a vu des assassinats des journalistes, on a vu des emprisonnements à l'emporte-pièce des leaders politiques et de leurs militants qui ont manifesté pacifiquement pendant ce régime, que ce soit en 1992 avec le SDF et les forces de la coalition, et que ce soit après le 2018 avec le MRC et ses partenaires, ses alliés. C'est un régime qui ne respecte pas, je parlais de liberté de manifestation tout à l'heure, alors que nous avons une loi sur la liberté de manifestation qui est basée sur la déclaration. C'est un régime qui, selon les dernières statistiques, partant du SDF au MRC et les autres partis de l'opposition, ce régime est déjà à plus de 70% de rejet des demandes d'autorisation de manifestation publique à l'opposition. Donc, c'est un régime qui a présenté une démocratie de façade, mais qui, en réalité, demeure une véritable dictature. Toujours sur le plan politique, c'est un régime qui a institutionnalisé le tribalisme, de sorte que aujourd'hui, lorsque un leader d'opposition est, par exemple, Bamileke, comme le cas de Maurice Kamto, président élu, le tribalisme que le régime a institutionnalisé amène l'opinion publique à penser que c'est un leader politique régional. Et donc, s'il est candidat à l'élection présidentielle, il est un candidat régional. Mais le gouvernement a criminalisé le tribalisme à travers une loi qui a été adoptée il y a quelques mois pour justement mettre un terme à ces propos tribalistes qui peuvent être tenus par des responsables de partis ou des journalistes ou des personnalités dans l'espace public. Est-ce qu'à travers cette loi contre le tribalisme, le gouvernement ne montre pas sa volonté de lutter contre ce fléau? C'est toujours des parodies, c'est toujours des messages qui viennent montrer un visage qui n'est pas réel du régime de Paul Biya, parce que nous avons connu des situations où il y a eu des émeutes dans le sud, il y a 2 ans. Il y a des émeutes dans le sud où les populations se sont levées, par exemple, pour casser toutes les boutiques de ceux qu'ils ont appelés Bamileke, qui habitaient la localité. Alors, on a ce genre de cas qui se produisent encore et encore, sans que le gouvernement ne se prononce véritablement et ne sévisse. On a vu des leaders d'opinion dans ce pays sur des chaînes, sur la chaîne nationale de télévision et sur des chaînes privées, faire la promotion de l'ethnocentrisme et également du tribalisme, sans qu'il ne soit sanctionné et sans qu'il ne fasse l'objet de poursuites judiciaires et autres. Donc, c'est un régime qui a institutionnalisé le tribalisme sur le plan économique et social. Vous allez pouvoir en parler tout à l'heure. Permettez d'abord à Martin Zan de réagir sur ce tableau sombre que dresse l'opposition sur la situation de gestion du pays par le régime RDPC, sur les questions de tribalisme où le parti au pouvoir et le régime sont mis sur le banc des accusés. Que répondez-vous? Je réponds par la négative. L'État du Cameroun ne peut même pas favoriser ce genre d'acte. Je prends tout le peuple camerounais en témoin. Celui qui est allé au Conseil constitutionnel dit que est-ce qu'il faut faire un concours pour être boulou, c'est Maurice Kamto. C'est l'opposition camerounaise. Le président du MRC de M. Bignam. Tout le Cameroun est témoin. C'est Kamto Maurice. Il a dit au Conseil constitutionnel. Et il a été repris par le ministre Grégoire Ouna, secrétaire général adjoint du RDPC. Si c'est pour le tribalisme, il a commencé à faire l'ethno-fascisme. Nous le savons tous. Le repli identitaire. Et il est allé jusqu'au Conseil constitutionnel parler des Boulous et des Bamileke.
sorti de sa propre bouche, Maurice Kamto. Nous avons les vidéos. Bon, je vais revenir sur ce qui concerne la loi numéro 90-055 du 19 décembre 1990 portant, n'est-ce pas, manifestation. Il faudrait que M. Bignam, M. Jean-Robert Wafo, M. Edmond Kamgia comprennent une chose. C'est là. Dans cette loi, il y a 3 dispositifs. Il faut lire avant de venir ici. Il y a 3 dispositifs. Premier dispositif, il y a le régime répressif. Le régime répressif dans cette loi qui permet, n'est-ce pas, aux législateurs de fixer le niveau des libertés. Le législateur fixe les libertés, il vous permet de jouir et en même temps fixe les limites. Ça, c'est le premier régime qui est répressif. Dans le second qui est préventif, pour jouir des libertés, il va falloir suivre une procédure. Et dans cette manière de jouir des libertés, nous avons donc le régime de l'autorisation. Le régime, n'est-ce pas, de la déclaration. Et, n'est-ce pas, il y a un autre régime qui m'échappe. À côté de ça, nous avons donc ce qu'on appelle la police administrative, à ne pas confondre avec la police judiciaire. La police administrative, c'est le fait qu'une autorité administrative, pour le maintien de l'ordre public, prend des mesures de sécurité. Voilà, j'en ai terminé avec. Sur le plan économique, M. Jean-Robert Wafo a parlé de l'électricité. Il faudrait qu'on dise aux Camerounais que la couverture en offre d'électricité au Cameroun est de 70%. Aucun pays dans la sous-région n'a 70% de couverture d'électricité. Combien? 70%. Le Tchad en a 8%. Vous êtes décidément... Il faut que peut-être quand vous venez, il faut d'abord lire. Monsieur Lisée, permettez-moi de continuer. Sur le plan économique, le chef de l'État a choisi son canal qui est actuellement bon. Parce que nous avons introduit des actes uniformes OADA pour libéraliser l'économie, le secteur de l'économie, pour que les acteurs privés entrent donc dans le secteur de l'économie. Avant, l'économie était détenue, n'est-ce pas, par l'État, mais le chef de l'État a pris des mesures et a ouvert, n'est-ce pas, au privé, pour que, n'est-ce pas, le privé s'en imprègne et évolue dans cette loi. Le chef de l'État a encore pris une loi, n'est-ce pas, portant sur l'incitation à l'investissement. Au Cameroun, je prends qui veut un défi. Au Cameroun, on a un établissement, on ouvre une société en 2 jours. Pour ceux des Camerounais qui ne savent pas où ça se trouve, regardez où se trouve la banque des PME. Face hôtel La Falaise, résidence La Falaise, sans publicité bien sûr. Allez, vous verrez une plaque et à cet endroit, on ouvre la société en 2 jours. Voilà. Je mets le Cameroun. Ça, c'est une localisation dans la capitale économique du Cameroun. Mais avant de poursuivre, Martin, vous avez évoqué les différents régimes concernant la liberté de manifestation publique au Cameroun. Mais l'opposition estime que à chaque fois que des formations politiques déclarent leur manifestation, il y a un rejet, une interdiction systématique qui est observée depuis de nombreuses années. Seules les périodes de campagne électorale, on observe cette tolérance ou cette possibilité pour les partis politiques de se mouvoir. En dehors de ces campagnes électorales ou périodes électorales, il est difficile pour le SDF et le MRC d'organiser des manifestations publiques pour partager leur point de vue politique sur la gestion du pays. Comment expliquer une telle situation? Monsieur Cédric Noufélé. Pourtant, le RDPC, lui, organise à tout vent ses manifestations sans la moindre difficulté. Vous voyez, monsieur Cédric Noufélé, les partis d'opposition au Cameroun ont érigé ce qu'on appelle la délinquance politique. C'est de ça que repriment, n'est-ce pas, les autorités administratives. L'opposition camerounaise a jeté la politique dans la rue. La politique se trouve maintenant dans les beignetariats, dans les haricotariats
Et dans les bouilletarias, excusez-moi, c'est du néologisme, c'est du français. On appelle figure de style appelée néologisme. Je vous piégeais bien sûr, monsieur Jean-Robert. Je croyais que vous ne connaissez pas. Je le savais bien, que vous allez réagir, parce que vous ne connaissez pas. Bon, alors, si, n'est-ce pas, on interdit les réunions ou alors les manifestations de certains partis d'opposition, c'est parce qu'en réalité, ils ne savent pas. Il y a quelque chose, dès lors que vous déposez votre déclaration, on va investiguer. On va mettre en mouvement les acteurs des renseignements généraux qui vont, n'est-ce pas, nous dire ce que vous voulez véritablement faire. Et dès lors que l'autorité administrative a, n'est-ce pas, ces informations, on va interdire, n'est-ce pas, la manifestation. Il est clair. Monsieur Sédic Noufélé, si on revient, n'est-ce pas, sur la dette du Cameroun, il faudrait que je dise à M. Jean-Robert Wafo, à M. Bignam et à M. Edmond Kamgia que la dette du Cameroun est soutenable. Qu'est-ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette? La malchance que vous avez, c'est que j'ai aussi fait sciences économiques. Alors, la soutenabilité de la dette, c'est le fait qu'un pays soit toujours en permanence de contracter une dette sans dépasser un certain seuil. Un seuil que l'on fixe à ce pays. Voilà. Et maintenant, dans la CEMAC, la sous-région CEMAC, l'ensemble de tous les pays, la dette est de 40%. Au Cameroun, elle est moins de 30%. On maintient l'eau. Et en France, il faut que je vous rappelle, à titre de droit comparé, en France, c'est 117%. Vous qui croyez que le bonheur se trouve de l'autre côté. Aux États-Unis, les États-Unis, ce sont les pays les plus endettés, le pays le plus endetté de la planète Terre. Mais dans ces pays que vous citez, Martin, on voit le niveau de développement économique et social et l'utilisation de cet endettement qui est injecté dans la société. Au Cameroun, la BAD, la Banque africaine de développement, estime que le Cameroun est dans le top 7 des pays les plus endettés auprès de la Chine et s'inquiète de l'accélération de l'endettement du Cameroun. La BAD estime par exemple qu'il y a dans ce portefeuille de la dette du Cameroun des centaines de milliards de francs CFA qui n'ont pas été décaissés jusqu'aujourd'hui à cause des projets immatures, à cause des difficultés et des tracasseries administratives dans l'élaboration des projets. Comment vous réagissez face à ces critiques formulées dans la gestion de la dette et la gestion des finances issues de ces multiples emprunts? Oui, je commencerai, n'est-ce pas, par la Chine qui est fixée. Pourquoi on n'a pas parlé de la France qui est notre plus grand partenaire? Pourquoi on n'a pas parlé, n'est-ce pas, de la Russie? Pourquoi on n'a pas parlé des autres acteurs? Des acteurs, n'est-ce pas, originels des relations internationales? Pourquoi on n'a pas parlé de cela? Pourquoi on s'est fixé sur la Chine? Il faut comprendre que lorsque le Cameroun contracte une dette auprès de la Chine, c'est parce que le taux de remboursement, le taux d'intérêt est, n'est-ce pas, bas. Et c'est ce que nous recherchons. C'est pourquoi aussi l'État du Cameroun, de temps en temps, fait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. C'est parce qu'on cherche à minimiser les coûts, à aménuiser, n'est-ce pas, les coûts. Bon, monsieur Sédic Noufélé, la BAD, la Banque africaine de développement, elle a, n'est-ce pas, sorti ces informations et il faudrait qu'on les vérifie. Et si, n'est-ce pas, ces informations sont avérées, nous allons tous ensemble, tous les Camerounais, nous allons, n'est-ce pas, améliorer. Vous devez comprendre que ceux qui dirigent le pays, aujourd'hui, nous sommes de ceux qui ne dirigent pas. Demain, parce que vous croyez que c'est facile. Lorsque vous serez là-bas, vous comprendrez aussi que c'est difficile. Mais ça fait 36 ans déjà pour le RDPC qui voit la majorité de ses militants être membres du gouvernement, être dirigeants d'entreprises publiques, être positionnés dans la gestion des finances publiques. Comment aujourd'hui, 36 ans plus tard, vous pouvez dire aux Camerounais que c'est une difficulté alors que ça l'a fait déjà 36 années? Même aux États-Unis, même en France, on a condamné le président, l'ex-président Sarkozy. C'était pourquoi? C'était pour de l'argent. On a condamné Mitterrand, c'était pourquoi? Mais ça ne date pas. Ce sont des affaires d'hier. Mais à côté de ça, M. Sédic Noufélé, il faut que les Camerounais comprennent. Nous n'avons pas d'arriéré de salaire au Cameroun.
toutes les sociétés, à part celles qui ont été, n'est-ce pas, victimes du Covid, et qui, peut-être, moi, parce que je n'ai pas cette information, je n'ai pas vu une entreprise fermée, mais je sais que les entreprises privées ont reçu, n'est-ce pas, de l'aide de l'État pour n'est-ce pas, survivre. Il faut comprendre, M. Cédric Noufelé, qu'est-ce que je disais encore? Vous étiez en train de parler du Covid, l'impact du Covid des entreprises. Effectivement. Il faut donc que les Camerounais comprennent. Nous ne pouvons pas être en difficulté financière et continuer avec des grands chantiers. Nous avons des complexes. Il faudrait qu'on nous explique ce que c'est qu'un complexe. Non, je vous en prie. Voilà, vous avez dressé le tableau économique. Mais c'est ce qu'il faut être optimiste. Regardez la nomenclature des routes au Cameroun. Les routes régionales, les routes départementales, les routes d'arrondissement. Est-ce qu'il y avait ça avant? Le chef de l'État a amélioré. Le nombre de kilomètres de routes bitumées au Cameroun est assez avancé. Le nombre de kilomètres de routes non bitumées est encore assez avancé. Nous, c'est une construction, elle est progressive. Ne pensez pas que d'un coup. Et n'oubliez pas une chose. Nous sommes à 60 ans d'indépendance. Lorsque vous prenez toujours des anciennes démocraties qui ont 2000 ans d'existence, qui ont commencé depuis avant nous, pour comparer à 60 ans. Et il faut faire très attention. Je crois que le chef d'État l'avait même déjà... 60 ans après l'indépendance et 36 ans du RDPC au pouvoir, Jean-Robert Ouafo, les éléments que présente Martin Zan, pour vous, sont-ils plausibles? Et peuvent-ils justifier la situation actuelle du pays? Non, mais lui-même ne croit pas en ce qu'il dit. La preuve, c'est qu'il s'est égaré à un moment donné, au point de vous demander de reposer la question. Non, mais monsieur Zan, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Quand vous parlez de la soutenabilité de la dette, vous vous basez sur le ratio dette sur PIB. Quel est le PIB du Cameroun? Ce PIB est flou et évanescent. Est-on déjà allé recenser les agriculteurs ou alors, je ne sais pas, les éleveurs dans les coins et recoins du pays? Non. Et je vais vous dire, l'essentiel, ce n'est pas de s'endetter. Mais l'essentiel, c'est la qualité de la dette. Pouvez-vous me citer un seul projet au Cameroun qui a fait l'objet d'un emprunt, qui a été remboursé et dont les plus-values ont permis de dégager, donc de faire d'autres investissements? Nous avons les routes, il y a le péage routier. C'est un exemple. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Il y a le péage routier. Quel péage nous avons ici? Péage routier. Vous avez parlé des routes. Tout le nous avons le péage routier. Babadjou Santa. Nous avons le péage routier. Je vous en prie, Martin, il a la parole. Hein. Il me pose aussi en même temps des questions. Permettez qu'il puisse réagir, qu'il s'exprime pour qu'on la route Babadjou Santa, c'est l'autoroute pour vous? Ah mais oui. Et puis on a vu ce qui est arrivé là, n'est-ce pas, au cours de cette semaine. C'est ce que vous appelez route. Vous payez vos impôts. Et puis je vais dire une chose. Donc les Camerounais ne payent pas les impôts. Okay. Je vais dire, quand je vous parle de la dette, montrez-moi un seul projet. Un seul. Je vous parle des routes. Qui a fait l'objet d'un Je vous parle des routes. Qui a été remboursé, qui a pu dégager des plus-values qui ont permis d'investir dans d'autres secteurs. Ça n'existe pas. Monsieur Zan, vous êtes au ministère? Où est passée l'usine des tracteurs de Bolova? Combien ça a coûté? On a contracté Où est passée la Sotramas, la société de transformation de manioc de Sarmelima, qui avait pour ambition de transformer 120 tonnes de manioc par jour? C'est allé où? Où est passée l'ASPAC, la société des produits agricoles du Cameroun, qui va être logée à Bafan et qui devait disposer d'abattoirs d'une capacité de 2500 poulets par heure et de livraison de 15 millions de poulets par an sur le marché camerounais? C'est où? Ça n'existe pas. Monsieur, à combien se chiffrent les coûts de Mekin, Memvele? Et je vais même plus loin. Memvele, c'était prévu pour une capacité de 216 MW. Ça produit en réalité, alors on parle, c'est-à-dire que 140 MW, et dans les périodes d'étiage, on est à 80 MW. Je prends le cas de Mekin. Lors de l'opération de la mise en eau, les turbines ont explosé, monsieur Zan. Et vous savez ce qu'on a installé là-bas, à Mekin? C'est les turbines de seconde main qui vont produire à terme 5 MW. Prenons Songolou. La plupart des turbines ont explosé.
Et c'est l'État. Oui, qui mais en je suis fait désolé, mais, exposer. écoute, mais je vous prends des exemples clairs. Prenons le cas de Lompanga. Une turbine de 30 MW devait être installée pour couvrir toute la région de l'Est. Prenons le barrage de Lac d'eau. Au nord, les turbines sont aux arrêts. Vous avez prévu de prendre les centrales thermiques à Aala pour aller là-bas. Or, c'est très coûteux en gazole et en huile. Donc, vous ne pouvez pas nous parler de la dette. Vous avez sacrifié les générations futures dans ce pays. Maintenant, parlons des libertés. Il y a une liberté dont dépendent toutes les autres libertés. C'est la liberté d'expression. Quand on parle de liberté d'expression, on parle également de liberté de manifester. Le SDF a connu des rejets systématiques, n'est-ce pas, de manifestations publiques, alors que le régime est déclaratif, comme M. Bignam l'a dit. Il n'y a que vous seul. Il y a 3 régimes. Il n'y a que vous qui êtes des 3. patriotes. Et je vais même plus loin. Quand vous parlez de ces 3 régimes, ça c'est la loi de 90. Le Cameroun a signé, n'est-ce pas, des conventions internationales, des traités qui sont au-dessus de nos donc de Que la de France nos a lois cité, nationales. que la France La a Charte signé aussi. africaine des droits de Et l'homme que et la des même peuples. France Je vous a en prie. réprimé Quand vous avez parlé les de gilets la- jaunes. Martin, C'est ça? La Charte Martin, je africaine- vous en prie, il a la D'accord. parole. La Charte africaine D'accord. des droits de l'homme et des peuples. D'accord. La CADEC, la Charte africaine pour la promotion donc, de la démocratie, des droits de l'homme et de la gouvernance. Le Pacte international pour les droits civiques et sociaux. Le Cameroun a ratifié tout cela. Vous ne savez pas que Mais c'est la pourquoi? copie de Alors ce que qu'on c'est fait en Europe? notre constitution mentionne que c'est des lois supranationales, donc ils sont au-dessus de nos lois. Et même nos lois disent que le régime est déclaratif. Mais pourquoi il n'y a que le RDPC seul qui manifeste? Je vais encore plus loin. Quand vous parlez, n'est-ce pas, de ce que le Cameroun est bien gouverné, prenons le cas des salaires fictifs. Est-ce que vous savez, M. Zan, qu'en 20 ans dans ce pays, et la saignée continue. Les salaires fictifs, la saignée, j'en je vous prends rappelle, pour la preuve le saignée président continue. Mitterrand. Permettez Martin qu'il Oh aille là. jusqu'au bout pour conclure. La même saignée personne. continue. Je vous rappelle une chose, M. Zan. Entre 87 et 2006, 20 ans, on a siphonné des caisses de l'État 1920 milliards de francs CFA au seul titre des salaires fictifs. Ah, Emmanuel Lebou. Je dis au seul titre, je ne cherche pas à savoir qui c'est l'État dans l'ensemble, c'est votre gouvernance. Il dit 1920 milliards de francs CFA. Parce que le ministre Abba, quand le FMI a rencontré les députés du SDF en 2006, ceux-ci leur avaient fait comprendre au plénipotentiaire du FMI que tout ce que vous faites là, ça ne marchera pas si vous ne regardez pas le problème des salaires fictifs. Et le FMI a contraint le Camerounais, dont le Cameroun a assaini le fichier solde. Résultat de course, M. Abba déclare au cours d'une conférence de presse à la question d'un journaliste qui lui demande que, mais où en est-on avec l'assainissement du fichier solde? Vous savez ce qu'il dit? Qu'à mi-parcours, on n'était qu'à mi-parcours. L'État a pu économiser 8 milliards de francs CFA par mois. Parce que ça va passer de 36 milliards à 28 milliards. 8 milliards par mois, en un an, ça fait combien? Ça fait 96 milliards. En 20 ans, ça fait 1920 milliards. C'est-à-dire qui est au-dessus, qui est supérieur aux 1420 milliards de francs CFA que le Cameroun, qu'on a accordé au Cameroun à la faveur de l'atteinte du point d'achèvement. Donc, il suffisait tout simplement de boucher la vanne, donc de supprimer la vanne des salaires fictifs, et le Cameroun n'allait pas subir les affres que le FMI a imposées. Vous parlez de quoi? Regardez les entreprises. Quand on parle de la gouvernance, où est passé le chantier naval et industriel du Cameroun? Parce que vous avez voulu régler donc des comptes à certains de vos propres camarades. C'est-à-dire que la tête de M. Fondidam ne vous plaisait pas et vous l'avez mis en prison. Où est donc passé ce chantier naval aujourd'hui? Où est la Cameco? Où est même la décentralisation? Elle est effective. Si vous n'en savez La pas. décentralisation est donc effective. Je Elle est vous donne effective. quelques chiffres. Monsieur Zan, Il n'y a pas un président de région? J'ai été conseiller Il n'y a pas de municipal. maire? Il n'y a pas de conseillers municipaux? Je vous donne des chiffres. Et il n'y a Est-ce que pas vous de conseils savez- municipaux? Prenons On n'a pas fait une élection? Monsieur Vous en prie, Zan, Martin. Monsieur Zan, vous avez parlé durant 30 minutes. D'accord, allez-y. Je prends un exemple. J'ai été un élu. Et je sais ce que c'est. Est-ce qu'il n'y a pas de porté- président La régionaux? parole. Martin, J'ai vous en prie, il a la parole. porté un combat, d'aller le combat, Monsieur pour Jean-Robert dénoncer la décentralisation. Est-ce que vous savez, Monsieur Zan, quand on prend les prélèvements obligatoires au Cameroun, l'État central
y compris les organismes qui lui sont rattachés, concentre 85,5% des prélèvements obligatoires, contre 9,1% aux collectivités territoriales décentralisées. Quand on parle de collectivités territoriales décentralisées, je parle des mairies de ville, je parle des communes d'arrondissement, passées à 14 mairies de ville et à 360 communes d'arrondissement. Ça veut dire que quoi? Sur l'argent, sur les prélèvements que l'État collecte, qu'on collecte sur l'ensemble du territoire au Cameroun, sur 1 million de francs, Yaoundé seul concentre 855 000 contre 91 000, n'est-ce pas, aux 374 communes. Mais il faut, vous parlez des conseils régionaux. Vous devez classer les villes. Vous parlez des conseils régionaux. Je vous en prie, vous parlez des conseils régionaux. La première ville, c'est Yaoundé, la deuxième, c'est Douala, la troisième, c'est mais vous parlez des conseils régionaux. Vous parlez des conseils régionaux. Martin, je vous en prie. Vous parlez des conseils régionaux en dehors de la session de plein droit. Est-ce qu'un seul conseil régional a pu tenir une session jusqu'ici? Non. Pourquoi? Bien au contraire, montrez-moi leur siège. Ces conseils régionaux sont en train de squatter. Nous ne squattons pas, ce sont les bâtiments de l'État. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la décentralisation, je vais plus loin. Pas le dernier bilan quinquennal, la collectivité. Le dernier c'est bilan, l'État du Cameroun. Le dernier bilan quinquennal qui a été rendu public en termes de décentralisation. C'était la période 2010-2015 par le ministre Régnier Emmanuel Sali. Oui. Il a fait comprendre que quand on comprend que l'État a pu transférer aux collectivités territoriales 588 milliards de francs CFA. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais sauf que ça ne représente que 3%, moins de 3% du volume global du budget de l'État. Ça ne représente rien. Prenons le dernier budget. Vous faites les revendications des prévaricateurs. Ils partent chercher les conseils des maires pour faire la prévarication financière. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées prévoit que l'État doit transférer 15% aux collectivités territoriales décentralisées. On vous donnera cet argent de manière progressive. Ça, c'est le Code général de 2019. Effectivement. À l'heure actuelle, ils ont prévu 7% pour 2021, 7% hypothétique. Mais c'est en fonction des recettes. Vous croyez que de façon globale, Monsieur Zan, vous croyez que l'État ayez l'humilité de reconnaître votre échec. Je vais vous poser une dernière question. Oui. Quand vous rentrez après une émission, comment vous regardez vos enfants? Comment vous regardez Très bien. Mon fils monsieur à l'heure actuelle. Vous qui êtes en train de défendre mordicus que leur avenir soit hypothéqué. Répondez à cette question. Jean-Robert, après pour Jean-Robert, Edmond Kambia, sur la situation politique du pays. Le RDPC estime que l'opposition manœuvre pour déstabiliser le Cameroun et que les autorités administratives ont la possibilité, à travers la loi, de pouvoir interdire les manifestations s'il y a des risques de troubles à l'ordre public qui se présentent. Est-ce que cela peut expliquer la situation de la liberté d'expression et liberté de réunion au Cameroun sous l'ère du régime RDPC? Je suis toujours très surpris lorsque j'entends ce genre d'arguments fallacieux. Parce que de dire que les partis politiques de l'opposition vont déstabiliser l'État ou la nation, je ne vois même pas un début de preuve de cela. Parce que lorsque les partis politiques de l'opposition font des demandes de manifestation devant les autorités administratives compétentes, notamment les sous-préfets, la majorité de ces demandes n'obtiennent pas une réponse positive. Très souvent même, on constate que lorsque ces demandes sont d'abord acceptées, par la suite, alors que le parti ou les partis entendent s'organiser pour manifester, pendant la manifestation, ils apprennent que la manifestation a été interdite. Or, la loi prévoit que si la manifestation doit être interdite, il faudrait que l'autorité administrative se donne la peine de justifie la raison pour laquelle elle estime que cette manifestation doit être interdite. Elle doit en plus notifier à ceux qui ont demandé à manifester. Dans la majorité des cas, nous, puisque nous couvrons ces événements-là, on se rend compte que non seulement les autorités administratives, lorsqu'elles annoncent qu'elles interdisent une manifestation, elles n'ont pas pris la peine de véritablement justifier, mais aussi de notifier. Et très souvent, l'argument qui est avancé, c'est menace grave de troubles publics. Menace grave de troubles à l'ordre public.
Et je peux vous dire, en tant que juriste, que la notion d'ordre public, jusqu'aujourd'hui, dans le droit positif camerounais, est très floue. Qu'est-ce qu'on met dans l'ordre public? Qu'est-ce que le sous-préfet met dans l'ordre public? Et comment parvient-il à trouver qu'il y a menace grave à l'ordre public? C'est parce qu'on tient des informations. Monsieur Vous Zan, avez tenu des informations lorsque- pour la crise dans le lorsque nord-ouest. vous exprimez, je ne réagis pas. Voilà J'ai le dit c'est très résultat. grave. Allez-y. Il faut justifier véritablement qu'est-ce qu'ils mettent dans menace grave à l'ordre public. Pourquoi est-ce que lorsque le RDPC fait ses manifestations, généralement, il y en a qui ne font même pas de demande, qui manifestent tout simplement et c'est considéré comme étant naturel que le RDPC Vous pouvez les peut citer. organiser ses activités sans même déposer une manifestation, sans citez. même faire un dépôt. Vous pouvez citer. Je ne vais pas citer. Alors, vous ce ne- n'est pas ça le veut dire lieu que ça ici. n'existe pas. Parce que les Ça veut dire exemples que ça seront n'existe tellement pas. nombreux. Et lorsqu'ils font la demande, la vie est toujours très favorable. Ils ont le récépissé immédiatement. Et je vais Vous vous ne pouvez dire, pas donner Monsieur un nom. Zan, Vous pouvez pas Non, ils ont même justifier ça ça. avant. Je La vous loi. en prie, Martin. la loi dit que lorsque... Écoutez, c'est à titre informatif. Hein, ce que prescrit la loi du 19 décembre 1990, là-bas, la loi numéro 90 055 qui porte sur les manifestations publiques. L'article 8 dit clairement, lorsque vous faites une demande, l'autorité administrative répond immédiatement, c'est-à-dire vous accorde un récépissé immédiatement. Ce n'est pas qu'elle réfléchit. C'est à titre d'information Vous ne savez pas qu'il y a des enquêtes que l'on je mène? vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Allez-y. Délivre immédiatement le récépissé. C'est ce qui est écrit à l'article 8. Oui. Or, dans la majorité des cas, non seulement elle ne délivre pas, mais parfois elle menace ceux qui sont les demandeurs et leur demande de quitter, de partir. Et lorsque, parfois, je l'ai dit tantôt, le récépissé a été accordé, on voit l'autorité administrative, entre-temps, sur la base de rumeurs, interdit la manifestation en prétendant menace grave à l'ordre public. Et je peux vous dire, dans certains cas, c'est plutôt la décision d'interdire la manifestation C'est la publique police qui administrative. constitue la menace grave à l'ordre public. Nous l'avons vu dans ce pays, dans plusieurs cas. C'est-à-dire que beaucoup d'autorités administratives, notamment les sous-préfets qui sont compétents dans l'arrondissement, dans leur territoire de compétences, sont à l'origine de menaces graves à l'ordre public. Je vais citer un cas. Vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis quelques mois entre une autorité administrative dans le département des Hauts-Plateaux et Sa Majesté Sékou Jean Rameau. On a vu une autorité administrative de façon intempestive, de façon répétitive, menacer un chef supérieur, Sa Majesté Sékou Jean Rameau, de tous les noms, de rebelles, de tentatives de rébellion. Et vous trouvez que c'est normal? Vous savez ce qui peut arriver à la suite de cette appréciation mauvaise du préfet du département de Haut-Plateau à l'endroit de ce chef supérieur? C'est ça plutôt qui peut créer un incident dans cette préfecture-là. C'est ça qui peut provoquer la rébellion. Donc, je prends cet exemple précis pour vous dire qu'à un moment donné, il a failli avoir des situations très compliquées. N'eût été la sagesse, je dis bien, n'eût été la sagesse de Sa Majesté Sékou Jean Rameau, qui a estimé que les populations, les citoyens camerounais, qui annonçaient leur arrivée de partout pour Bamendjou, un jour précis, il leur a dit, mes fils et mes filles, ne venez pas à Bamendjou, restez chez vous. Ce jour-là, à midi, regardez l'horizon, tendez les mains vers l'horizon, mangez le jujube, autant de morceaux que vous voulez. Et il y a eu la paix, monsieur. Il y a eu la paix. Il n'y a jamais eu de désordre à Bamendjou. Après vous, Edmond Kamgia, Pierre-Emmanuel Bignam, après 36 ans de gouvernance pour le RDPC, comment entrevoyez-vous la situation sociopolitique du pays? Est-ce que les revendications de l'opposition sur l'amélioration du système électoral, sur un consensus politique qui devrait se dégager dans la gouvernance, est-ce que ces revendications sont prises en compte dans les perspectives du Cameroun? Bon, moi je vais d'abord dire rapidement un mot sur le plan économique concernant le bilan économique du régime de Paul Biya, du renouveau. Le président Paul Biya, en 1982, hérite d'un pays riche et prospère et en paix des mains de son prédécesseur Amadou Ahidjo.
Dans ce pays, les villes comme Edea, qui est le chez moi, étaient des villes où il y avait plein de vie. Les gens partaient de Nanga et Boko, partaient du Gabon, de partout pour venir vivre à Edea. Les populations d'Edea vivaient dans une harmonie et dans une prospérité sans précédent. Les villes comme Konsamba étaient des pôles industriels et des pôles agricoles dans notre pays. Toutes ces villes sont mortes. Ah bon? L'exode rural s'est accru. Des populations partant de ces petites villes pour des grandes villes, Douala et Yaoundé, à cause de ce que le régime du président Paul Biya a tué l'économie qui était mise en place par Aïdjo dans ces villes-là. Je prends le cas de la ville d'Edea, où il a systématiquement fermé la Cellucam. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a un papa que je connais bien qui nous a fait un témoignage. Quand il a eu son CAP en mécanique de fabrication, il a fait les tests de recrutement à la LUCAM, il a passé, il a été retenu. Il a fait les tests de recrutement à la SONEL, il a été retenu. Il a fait les tests de recrutement à la CELUCAM, il a été retenu. Maintenant, il avait l'embarras de choix. Malheureusement ou heureusement pour lui en ce moment-là et malheureusement pour lui après, il n'a pas pu lire l'avenir sous la boule de cristal. Il a choisi la CELUCAM. Il a choisi la CELUCAM. Où il a été recruté, il gagnait un très bon salaire. La CELUCAM lui donnait un salaire qui était le double de celui de la LUCAM. Et pareil pour celui de la SONEL. Mais quelques années plus tard, lorsque Paul Biya arrive au pouvoir, il ferme la CELUCAM et plonge la Sanaga maritime dans les ténèbres et dans une misère. Il a fait pareil pour les sociétés agricoles qu'il y avait dans la région du Mungo. Konsamba était une ville qui bouillonnait de vie, remplie de vie et de monde. La plupart des populations de l'Ouest s'arrêtaient en Konsamba, faisaient leur vie en Konsamba. Très peu continuaient au niveau du littoral, c'est-à-dire au niveau de la ville de Douala. Toutes les activités, les sociétés agricoles qu'il y avait en Konsamba sont fermées aujourd'hui. La ville n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alors, c'est un régime qui a trouvé que le Cameroun avait l'autosuffisance alimentaire. L'exemple que M. Zhang lui-même a donné cet après-midi, qu'il a personnellement enterré, est une preuve de ce que, avec 250 francs, le Cameroun n'est plus en mesure d'atteindre aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire. Parce que je vous ai défini ce que c'est que la ration alimentaire. Qui détermine avec 250 francs, on ne peut pas avoir une ration alimentaire équilibrée en une journée. Et tout à l'heure, Edmond a parlé, il a évalué ces 250 francs comme étant moins $1. Aucun pays dans la sous-région, personne ne peut avoir à manger à 250 francs. Le Cameroun vit dans une misère profonde. Et on a d'autres indicateurs. Vous voyez des efforts qui sont déployés. Le Cameroun vit au-dessous du seuil de pauvreté, qui est de plus de 40%. On parle même de 48% de seuil de pauvreté. Ça, ce sont les indicateurs que nous avons. Nous savons que notre SMIC, c'est 36 000 francs. 36 000 francs. Et ce SMIC-là est le dernier même en zone CEMAC. Oui. C'est le dernier en zone CEMAC. Alors que le Cameroun est le pôle économique. Vous connaissez le SMIC du Tchad? Est-ce que vous connaissez le SMIC du Tchad? Donc, ces indicateurs sont des indicateurs très graves. Nous avons, par exemple, il parlait du domaine de l'électrification, que je connais très bien. Quand il parle de 70% globalement, machin, c'est n'importe quoi. Prenons ça secteur par secteur. Si on prend la zone rurale, parce que d'après le rapport qu'ils ont relayé à la Banque mondiale et autres, le rapport là démontre que les villes de Douala et Yaoundé sont couvertes à plus de 95%. Mais vous bluffez qui? Lorsque vous prenez seulement après le pont de Dibamba, vous êtes allé dans l'AEDA. Mais vous avez confirmé. Il n'y a plus de réseau. Qui a confirmé? Il n'y a plus de réseau. Alors que voilà l'électricité qu'on utilise. L'un des missions que l'ART a donné aux sociétés de télécom, c'est de couvrir tout le territoire camerounais par le réseau de télécommunications. Vous partez, vous êtes sur les grands axes routiers où les accidents se produisent en longueur de journée à cause du mauvais état de Cameroun qui doit aller, parce que la dernière fois, à l'hémicycle, le ministre Traoré lui-même a fait vous me dites, c'est l'État du Cameroun qui doit prendre le volant. Il a fait un rapport sur la qualification des états de la route. C'est eux-mêmes qui ont sorti le terme
des routes en très mauvais état. Et plus de 80% du réseau routier du Cameroun est en très mauvais état. Et à savoir que sur ces réseaux routiers, il n'y a pas de réseau de télécommunication. Ça veut dire que les gens font des accidents, décèdent, et c'est des heures après qu'on puisse venir au secours de ce monde-là. Alors, c'est très grave ce genre d'indicateur. Si nous prenons le secteur, toujours dans le secteur de l'électricité, nous prenons les zones rurales. Les zones rurales ont une couverture de 29%. C'est ce que vous dites. Il y a l'agence d'électrification rurale. La population qui est concentrée à dites que le chef de l'État a créé l'agence d'électrification rurale. Ne représente même pas 8 millions d'habitants. C'est une population qui est autour de 6 à 7 millions d'habitants. Sur un pays qui compte près de 30 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a plus de 20 millions de les zones sont tellement urbanisées dans les zones rurales. Dont les enfants ont besoin de la lumière pour apprendre leurs leçons, pour étudier. Dont les petites industries locales, les boulangeries, les petites industries artisanales ont besoin de la lumière pour faire la transformation. Ces populations-là sont couvertes à 30%. Et ce n'est plus 28%, il parle de 30 maintenant. Je vous dis, c'est pour ça que... C'est pour ça que si on avez des données, je vous en prie. Dans les indicateurs en détail, on va comprendre que le régime du renouveau, après avoir hérité d'un pays riche, prospère et en paix, a plongé le Cameroun dans une misère totale et dans la merde totale. Sur le plan sécuritaire, par exemple, nous avons connu des crises sécuritaires. Par exemple, la crise du Boko Haram, certes, elle n'était pas du fait du Cameroun à 100%, mais elle a trouvé place parce que le terrorisme ne prospère que là où il y a une extrême misère. La crise du Boko Haram, ou la guerre du Boko Haram, a prospéré dans l'extrême nord à cause de l'extrême paupérisation des populations de l'extrême nord. À cause d'une politique de renouveau qui ne donne pas les possibilités d'emploi à la jeunesse. Voilà pourquoi le plateau n'est pas équilibré, même sur le temps de parole. L'opposition a plus de parole. Tout à l'heure, on parlait de Francis Ngannou. Il y a un problème. Francis Ngannou fuit le Cameroun, il faut le dire. Il portait le sable à Bathie. Il ne peut pas fuir. C'est lui-même qui est venu saluer les autorités camerounaises. Francis Ngannou a fait allégeance au chef de l'État. Il avait la possibilité de travailler dans une industrie, de travailler dans une usine et dans une industrie. Il a fui le Cameroun. Notre diaspora n'est pas partie du Cameroun de bon gré. Ils sont partis du Cameroun à cause de l'extrême pauvreté. Il faut que le monde entier le sache. Et cette pauvreté, c'est le président Paul Biya qui a plongé le Cameroun dans cette extrême pauvreté-là. Il diminue le salaire, il baisse le niveau de salaire des fonctionnaires qui passent du simple au triple en division. Et jusqu'à aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont pas encore retrouvé leur niveau de salaire. Alors que le pouvoir d'achat ne fait que devenir de plus en plus faible à cause de l'inflation. Monsieur Cédric, le temps n'est pas équilibré. Non, j'ajoute. C'est pas équilibré. Juste l'opposition a plus de temps de parole que moi. Ça ne peut pas marcher. Non, monsieur Robert Wafo, je dis c'est pas bon. Vous êtes trois de l'opposition, je suis seul du RDPC. Comment vous pouvez avoir plus de temps? Le modérateur de ce plateau. Martin, je vous en prie, vous respectez le temps de parole des uns et des autres. Vous avez largement eu le temps ici tout à l'heure de pouvoir répondre aux préoccupations relatives à cette thématique. Permettez, messieurs, qu'on puisse évoluer dans le fil Ariane de l'émission pour évoquer un pan aussi des 36 ans de gouvernance du RDPC, c'est la justice. Et parlant de la justice, il y a un cas qui a suscité beaucoup d'émotions au sein de l'opinion publique nationale. C'est le cas Mendozé, ancien directeur général de la CRTV, condamné en 2019 à 20 ans de prison pour détournement de près de 18 milliards de francs CFA. Il est apparu amaigri, très malade, Martin, dans une vidéo devenue virale et tout le monde a appelé à sa libération. Donc on même dit qu'il y a une mise en liberté grâce à une grâce présidentielle et rien n'a été confirmé officiellement par un acte venant du président de la République ou une quelconque autorité gouvernementale. Comment appréciez-vous ce cas précis qui suscite énormément d'émotions au sein de l'opinion publique? Oui, le professeur Gervais Mendozé, ex-directeur de la CRTV, vous devez d'abord comprendre que c'est un homme âgé. Et comme tous les hommes âgés, il y a toujours des bobos. On a toujours des problèmes de santé. Même s'il était en liberté,
il devrait toujours avoir les mêmes problèmes de santé. Donc, ça n'aime personne. Bon, prenons donc le cas particulier de ce haut commis de l'État. Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Parce qu'on lui reproche, n'est-ce pas, le fait d'avoir détourné 18 milliards. Mais si, n'est-ce pas, on a lancé dans les réseaux sociaux le fait qu'il soit libéré, je me dis qu'en réalité, on incite, on appelle le chef de l'État à manifester sa magnanimité sur la personne de Gervais Mendezé. Je me dis encore, le chef de l'État est certainement en train de réfléchir. Il a fait pourtant pour plusieurs personnes. Ce n'est pas pour le professeur Gervais Mendezé qui ne fera pas et que les gens ne se réjouissent pas des conditions de santé de M. Mendezé. S'agissant aussi, c'est vrai que ça ne va pas dans le même sens, je vais répondre aux questions des autres. S'agissant du chef Sokoudjou, je vais vous dire, la loi de 77 est claire. Sokoudjou est un chef de 2e degré, nommé par le prophète. Sa Majesté. S'il vous plaît. Sa Majesté Sokoudjou. S'il vous plaît. Sa Majesté, il faut juste compléter. Pas de problème. Oh, vous allez me faire perdre. Non, c'est mieux. Alors, il est nommé par le prophète. Dès lors qu'il veut lever la tête contre le prophète, il sera, n'est-ce pas, rattrapé par 2 articles de la même loi de 77. Mais cette loi précise que les préfets n'ont pas un pouvoir de nomination. Alors, ils viennent valider, homologuer le processus de désignation selon les principes traditionnels dans un royaume ou au sein d'une communauté. Il faut préciser que le préfet arrive au moment où le roi Sokoudjou, le roi des Bamenjou, est à la tête de son royaume depuis déjà une 40aine d'années. En tant que jusque-là, ça ne justifie rien. C'est un auxiliaire de l'administration. Ça n'a rien, ça n'a aucune influence. Ça permet de préciser sur le point de nomination et de validation et homologation d'une désignation selon les principes traditionnels. Monsieur Noufélé, allez-y, vous avez la parole. Je m'appuie sur les articles 29 et 30. Que dit, n'est-ce pas, l'article 29 de la loi de 77, régissant, n'est-ce pas, les activités de chef traditionnel. La loi énumère les sanctions qui peuvent intervenir, à savoir les blâmes, les suspensions et comment on appelle ça, le fait que, n'est-ce pas, la destitution d'un chef. La sanction vient à la suite de quoi? C'est d'une faute. Quelle est la faute qu'il a commise? Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas encore évoqué l'article 30 et du coup, vous commencez à me tenir. Il faut me laisser. Alors, lorsque on parle de l'article 29, c'est l'énumération des sanctions. Et maintenant, dans l'article 30 de la même loi, on cite les autorités compétentes. On parle du chef, de sous-préfet, pour, n'est-ce pas, les chefferies de 3e degré. On parle de la compétence des préfets pour... Qu'a-t-il commis comme faute d'abord? S'il vous plaît. Les sanctions viennent à la suite d'une faute. Vous pouvez me laisser? On parle, n'est-ce pas, des préfets. On parle des préfets comme, n'est-ce pas, organisés, n'est-ce pas, ou alors, sous le nom, sous le couvert de la loi, engager, n'est-ce pas, la destitution ou alors la sanction d'un chef de 2e degré et, n'est-ce pas, le gouverneur. C'est la compétence du gouverneur pour les chefs de 1er degré. Vous devez donc comprendre que la loi de 77, c'est le décret de 77, signé, n'est-ce pas, par le président El Hadj Amadou Ahidjo, reste en vigueur. Dès lors que un chef, lève sa tête contre une autorité administrative. Parce que le chef, vous devez, n'est-ce pas, respecter. C'est un respect. J'ai dit c'est un strict respect. Les lois de 77 sont claires. Voilà. Tel que vous le disiez, Martin, cela signifie que le Cameroun est désormais un état de dictature. C'est un état de droit. Il faut respecter. Respectons la loi. Un chef traditionnel, pour le cas que vous citez, n'a pas le droit de recevoir des Camerounais dans sa chefferie. Pour vous, le fait de recevoir des Camerounais, quel que soit leur bord politique, dans sa chefferie, cela signifie qu'il est en train de se rebeller contre l'autorité administrative. Nous devons avoir des renseignements. L'État du Cameroun doit avoir des renseignements. Qu'est-ce qui se passe dans la chefferie de Sa Majesté Sokoudjou Jean Ramon? Si, n'est-ce pas, l'État du Cameroun n'arrive pas à avoir des renseignements, vous devez comprendre qu'on va annuler toutes ces réunions. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, on ne discute pas avec la loi. La position a été bien comprise. Sur
la justice et la situation du professeur Mendoza. D'aucuns s'interrogent sur la justice camerounaise et son manque d'humanisation pour de nombreux cas de justiciables qui se retrouvent dans des conditions difficiles de détention et qui n'ont pas bénéficié jusqu'ici d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Que répondez-vous? Il revient donc au chef de l'État d'examiner les problèmes qui lui sont soumis. Il est le seul maître. Il juge de l'opportunité. Il voit s'il peut, n'est-ce pas, appliquer son pouvoir de grâce ou alors d'arrêt de poursuite. Moi, je suis dans l'incapacité, n'étant pas chef de l'État, de répondre à cette question. Je renvoie ça à la sagesse, au sphinx. Vous savez ce que c'est que le sphinx? Dans la mythologie égyptienne, c'est la sagesse. Le chef de l'État saura quand il pourra, n'est-ce pas, libérer les gens ou alors les garder en détention. Après vous, Edmond Kamgia, vous êtes juriste. Sur ce cas à Mendoza, il y a eu pendant plusieurs jours une nouvelle selon laquelle une grâce présidentielle pourrait intervenir. Aucun acte officiel n'a été pris dans ce sens. Mais quelle est la procédure concrète pour parvenir à la grâce présidentielle? Ce qu'il faut dire d'abord par rapport au cas Mendoza et par rapport à l'information qui circule sur les réseaux sociaux et qui donne l'impression que le chef de l'État aurait accordé la grâce présidentielle au chef de l'État, c'est totalement la rumeur, puisqu'il n'y a aucun acte qui a été pris et qui a été rendu officiel dans ce sens. Dans le cas précis du professeur Mendoza, on sait qu'il a été condamné à 20 ans de prison dans une affaire de détournement de plusieurs dizaines de milliards. Il faut dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Pour qu'il y ait un arrêt de poursuite, par exemple, il faudrait que la personne ait été détenue, soit en jugement, mais que la personne n'ait jamais été condamnée. C'est ça. Or, dans le cas d'espèce, c'est impossible, dans le cadre du droit positif camerounais actuel, qu'il y ait un arrêt de poursuite. Maintenant, pour qu'il y ait la décision de la grâce présidentielle, il faut que toutes les procédures dans l'affaire ou dans les affaires concernant Mendoza aient été totalement épuisées, que ce soit au TCS, que ce soit jusqu'à la Cour suprême, qui est dans un arrêt donné une décision définitive à l'affaire ou aux différentes affaires le concernant. Or, dans le cas d'espèce, tous les degrés de juridiction n'ont pas été utilisés dans le cas de Mendoza, donc le chef de l'État ne peut pas procéder à une grâce présidentielle. Est-ce qu'il a... Je vous en prie, Martin, permettez qu'il aille jusqu'au bout, qu'on comprenne son point de vue, l'analyse qu'il fait. Oui, Edmond Kamgia. C'est pour cela que je disais que il ne peut pas avoir d'arrêt de poursuite, il ne peut pas avoir de grâce présidentielle. Et je l'ai indiqué tout à l'heure. Si il a déjà été condamné, il ne peut donc pas avoir d'arrêt de poursuite. Pour qu'il y ait grâce présidentielle, il faut que tous les degrés de juridiction aient été utilisés. C'est-à-dire que, par exemple, que Mendoza ait fait appel. Et que, après l'appel, l'affaire soit allée jusqu'à la Cour suprême. Et que la Cour suprême se soit prononcée. C'est ce que vous devez donc expliquer. C'est ce que j'ai dit, mais vous n'avez rien compris, M. Zan. Je l'ai déjà dit. C'est moi qui vous amène à dire. Maintenant, je détaille. Mais écoutez, M. Zan, j'ai l'impression que votre compréhension n'est pas à la mesure de ceux qui font souvent ce plateau. Vous faites comme tous les hommes politiques. Quand Parce vous n'avez que pas d'argument, maintenant, j'explique vous invectivez, un peu plus en détail pour que vous puissiez comprendre. Mais ce que je dis maintenant, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Et les téléspectateurs, je les mets à témoin. J'ai expliqué qu'un arrêt de poursuite, ce n'est pas possible. Une grâce présidentielle, ce n'est pas possible. Et je le redis pour la deuxième fois. Vous n'aviez pas compris. Quand on ne comprend pas, on demande. Et je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous n'avez pas compris. C'est moi qui vous amène à dire qu'on peut interjecter appel, on peut aller en pouvoir en cassation. C'est moi qui vous amène à l'autre. Savez-vous ce qu'on appelle les degrés de juridiction? Je suis juriste, monsieur. Et je prépare un doctorat, monsieur. En droit, bien sûr. Donc vous ne pouvez pas m'enseigner. Cela signifie que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Quand j'ai dit les degrés de juridiction, dans les degrés de juridiction, il y a la Cour d'appel, il y a la Cour suprême, premier et deuxième niveau. C'est moi qui vous apprends ça. C'est pas vous qui pouvez m'apprendre ça. Donc, vous êtes, messieurs, ici pour édifier les téléspectateurs. Effectivement. Alors, permettez-moi de rire. Kamgia, je vous en prie. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que moi-même je suis juriste, internationaliste. Allez-y, s'il vous plaît. Et j'ai d'autres qualifications que par décence, je n'ose pas le dire ici. Allez-y, s'il vous plaît.
nous avons un devoir d'éclairer les téléspectateurs. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser, M. Zan. Respectez les copanélistes, respectez les téléspectateurs. Vous n'avez plus d'arguments, maintenant vous parlez comme ça. Donc, allez-y. Aujourd'hui, ce qu'il convient de dire, après tout ce que j'ai exposé, et qui montre la difficulté sur le plan juridique de régler cette affaire, c'est d'implorer au niveau du chef de l'État, au niveau de l'humanisme. Et le problème n'est pas individuel à Mendoza. Ça concerne tous les prisonniers, que ce soit les prisonniers d'opinion, les prisonniers concernés par les délits de droit commun, les prisonniers concernés par l'opération Épervier, sur le côté humain. Parce que le droit à la santé, c'est un droit auquel tous les citoyens, on doit respecter leur droit à la santé, que ce soit ceux qui sont en prison ou qui ne sont pas en prison. Et dans ce sens-là, quand vous regardez un peu les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux, vous voyez bien qu'il est dans un établissement hospitalier. Il est déjà pris en charge. Or, certains sollicitaient une évacuation sanitaire, visiblement pour l'étranger. Mais on constate qu'il est suivi. Il est déjà suivi dans les hôpitaux au Cameroun. Et je pense que si ce suivi est de bonne qualité, il pourrait peut-être, avec de bons médecins, avec un bon accompagnement, recouvrer la santé. Je souhaite donc, et je disais que ce problème pose le problème global de la santé des détenus au Cameroun. Il faudrait que tous les détenus, quelles que soient les charges pour lesquelles ils se sont retrouvés là, quelle que soit l'inculpation, qu'ils soient véritablement suivis chaque fois qu'ils sont malades. Il ne faut pas qu'il y ait la discrimination entre les prisonniers, entre les détenus au Cameroun. Au-delà de l'affaire Mendoza, Pierre-Emmanuel Bignam, il y a également la situation judiciaire des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui font face à la fois à la justice militaire et la justice civile. Et depuis plusieurs mois, plusieurs années, certains sont en détention. Alors, quel est le point aujourd'hui? Comment vous appréciez le cas Mendoza, dont on appelle à une grâce, ou du moins une manière, une stratégie visant à le libérer, et la situation d'autres justiciables, en l'occurrence vos camarades politiques? Paul Biya ne va pas nous amener sur un terrain où tout le temps on va implorer sa grâce. Parce que Paul Biya n'est pas Dieu. Lui-même, il a un Dieu au-dessus de lui qu'il craint et qui nous a tous donné la vie. Il est hors de question que tout le temps les Camerounais soient en train de mendier sa grâce. Notre constitution nous a donné les lois qui permettent au Cameroun de fonctionner comme une république. Et l'une des missions qui revient à l'État, c'est d'assurer la santé de ses populations. Parce que la grâce dont on est en train de demander là pour le procès Gervais Mendoza, c'est pour qu'il puisse être évacué. On ne demande même pas la grâce en fait pour qu'il soit libéré de prison. Parce que si le problème de santé ne se posait pas, la politique de santé qui est très mauvaise au Cameroun, on ne parlerait pas de la grâce de Mendoza. Il serait en train d'être très bien soigné. On ne parlerait pas de l'évacuation sanitaire de Yves-Michel Fosso et bien d'autres prisonniers. On a vu comment est-ce que des prisonniers présentent des pathologies. L'autre jour, j'ai eu un témoignage à la prison de Newbell, où certains de nos détenus nous font état de ce que il y a certains prisonniers, même parmi eux, et ceux qui, en dehors des prisonniers du MRC, et même parmi les prisonniers du MRC, il y en a qui développent des pathologies qui sont déjà visibles, mais qui sont négligées. On n'arrive pas à leur donner la possibilité ou la liberté de se soigner. Les petites pharmacies les petites pharmacies, oui, qu'on a mis disposées dans les prisons, ne permettent pas de prendre en charge très bien les prisonniers. Maintenant, on connaît que dans nos hôpitaux, il n'y a pas de plateau technique pour pouvoir prendre en charge certaines pathologies. Voilà pourquoi on parle toujours d'évacuation sanitaire. Et ceux qui ont mis cela en place, c'est le président Paul Biya et les pontes de son régime. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont tous coincés. Ils sont tous coincés parce qu'ils sont en train de vivre le fruit de ce qu'ils ont planté depuis. C'est-à-dire, ils n'ont pas réussi en 39 ans à mettre à disposition des Camerounais des formations sanitaires
et des plateaux techniques qui puissent permettre à ce que les Camerounais se soignent aisément. Maintenant, il y a aussi le problème de l'humanisation des prisonniers. On a vu des images choquantes dans les réseaux sociaux. On a vu les prisonniers de la crise anglophone qui sont Camerounais être enchaînés sur des lits d'hôpitaux avec un physique de squelette. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de mourir, il est sous perfusion, mais il est enchaîné pieds et mains. C'est inhumain. Le Cameroun montre un visage hideux au monde entier et à la communauté internationale. Nous pensons que l'humain doit être au centre de préoccupation de toute politique dans le monde entier, qui n'est pas seulement l'apanage du Cameroun. Mais ce n'est pas le cas. Entrez dans les prisons, vous allez voir les gens qui sont malades. Il y en a qui deviennent fous, qui ont atteint le niveau de démence. Il y a des gens qui deviennent des prisonniers, qui deviennent fous, qui sont enchaînés. Même jusque-là, cela n'attire pas l'attention de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire elle-même est dépassée. Voilà pourquoi on a voté on a mis sur pied le nouveau code de procédure pénale qui permet de désengorger les prisons. Lorsque le domicile de quelqu'un est identifié ou identifiable, qu'il puisse comparaître libre. Mais les prisons sont de plus en plus pleines de monde. Et c'est cette promiscuité qui est à l'origine de la plupart des pathologies qui tuent les prisonniers. Après vous, Pierre-Emmanuel Bignam, Jean-Robert Ouafo, à côté du cas Mendozé, il y a de nombreux justiciables, des prévenus en prison depuis plusieurs mois. Et les organisations internationales ont établi des rapports dénonçant souvent une instrumentalisation de la justice, ce qui a été nié par le gouvernement. Quel est votre regard aujourd'hui sur cette justice et cet acharnement supposé contre certains Camerounais? Non, mais on parlait tantôt des 36 ans du RDPC. Le RDPC gagnerait à faire en sorte que le Cameroun devienne une vraie république. C'est-à-dire celle où on n'a pas le sentiment, où les citoyens n'ont pas le sentiment d'une injustice quotidienne. Il y en a qui étaient dans le cas du professeur Gervais Mendozé, qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des évacuations. Il y en a qui n'ont pas pu en bénéficier. Vous savez, M. Noufélé, le premier niveau, le premier degré de civilité d'une nation, c'est l'état de ses prisons. Quand je parle de l'état de ses prisons, je parle également des droits des prisonniers. Comme M. Bignam a dit tout à l'heure, il n'est pas concevable qu'un malade couché sur son lit soit enchaîné comme un bandit. S'agissant du cas Mendozé, maintenant, il a été condamné pour avoir détourné 18 milliards en 2 ans. Puisque dans le rapport parle de 2009 et je crois que c'est 2 ans. Mais quels sont les mécanismes de contrôle qu'il y a à la CRTV? Comment quelqu'un peut détourner 18 milliards en 2 ans? Ça revient à dire que par an, il détourne pas moins de 300 millions. Par jour, je crois, non, pas moins de 30 millions par jour. Mais comment peut-on détourner 30 millions par jour? Comment? Et puis, il n'y a aucune alerte. Non, ça pose également donc le problème du contrôle de nos entreprises publiques. Et peut-être qu'on concerne le cas, il n'y a pas que Mendozé, il y a Fondidam qui est là, ils sont nombreux là-bas. On nous dit qu'on les a mis en prison, n'est-ce pas, pour qu'ils payent à la société. En termes de nombre d'années passées, j'estime qu'ils ont payé à la société. Suffisamment, je ne sais pas, chacun pourra interpréter, mais ils ont quand même payé. Maintenant, le corps du délit, est-ce qu'ils peuvent rembourser tout ce qu'on a pris dans le cadre de l'opération Épervier? Combien on a déjà, c'est-à-dire combien on t'a fait retourner dans des caisses de l'État? Il faut qu'on nous donne le rapport global, n'est-ce pas, de l'opération Épervier. Et puis pour chuter, pour moi, tant que le gouvernement de la République, le RDPC, n'aura pas donné de clarifications sur les salaires fictifs, parce que les salaires fictifs, c'est le casse du siècle au Cameroun. Pour moi, l'opération Épervier ne sera qu'une opération en réalité d'épuration politique. Et pour finir, sur les 36 ans,
j'espère qu'à de cette 36e année, le RDPC va enfin va faire construire un tramway à Yaoundé, un tramway à Douala, comme ils ont donc promis depuis 2009, qu'ils vont, n'est-ce pas, mettre sur pied, qu'ils vont construire un chemin de fer aidé à Kribi, Douala-Limbé, que le port cimentier, n'est-ce pas, de Kribi sera mis sur pied au cours de cette 36e année, et que l'autoroute Douala-Yaoundé et aidé à Kribi également seront construites. Si ce n'est pas le cas, alors attendons tout simplement la 37e année, tout en étant vigilants sur le grand soir. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Jean-Robert Wafo et Pierre-Emmanuel Bignam, d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie également